Vous voyez, aujourd'hui, moi, je ne peux même pas appeler ce que nous avons là aujourd'hui parti politique. Je suis le premier, après le dialogue politique, à créer une formation politique. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, on n'a pas de parti politique. Autant le leadership ne se décrète pas, autant le leadership ne se décrète pas, parce qu'il faut avoir été un bon militant pour être un bon leader, autant le leadership ne se décrète pas, autant on ne peut pas décréter au nom d'une pseudo-réforme du système partisan qu'on veut des partis forts. Le parti fort c'est le peuple qui décide de qui est fort. Il y a des pays où il y a des gens qui ont des multitudes de partis politiques, mais à peine 2 ou 3 émergent. La réforme est plus cohérente à ce niveau que chez nous. On veut coûte que coûte, sans aucune base idéologique, mettre des gens ensemble pour ses intérêts. Bon, ok, je suppose. On veut des partis forts. Mais pourquoi est-ce qu'un seul individu, lui, pense que lui a le droit d'en avoir 2, lui seul? Au sein de ces partis, y a-t-il la démocratie? Ces partis sont-ils représentatifs du peuple? Non, non. Laissez les Béninois faire le choix. Donc, c'est pour ça que nous sommes bien obligés. On va lutter. On va lutter. Et nous savons de quoi ils sont capables. Ils ne font preuve tout le temps que de brutalité. Mais malheureusement, pour eux, il y en a qui ne pourront pas abandonner on ne pourra pas abandonner notre pays. Et que on a assez souffert ces 10 dernières années. Ça a été très long. On ne pourra pas accepter que ce système perdure au-delà de 2026. Et pour cela, on est bien obligé, contre vents et marées, de faire le combat politique qui est le nôtre. On ne laissera pas notre pays à la merci de gens qui sont récemment venus à la tête de notre pays pour ne s'occuper que de leurs petits intérêts, de leurs intérêts égoïstes. Laisser le plus grand nombre dans la misère, qui vient, comment appelle-t-on, de la Malaisie, que c'est cher, on peut comprendre, c'est d'autres qui le produisent. Mais le maïs est produit chez nous. Le manioc est produit chez nous. Le gari est produit chez nous. On vient, on fait l'ONASA. L'ONASA qui stabilisait un tout petit peu. L'ONASA qui prenait quand même sur lui la responsabilité d'anticiper et de permettre aux gens à un moment donné de trouver. Non. Mais comme on est venu à la tête du pays, de toute façon, nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne savent plus ce qu'on pourrait éventuellement appeler la faim. Parce qu'eux n'ont pas faim. Eux ne peuvent pas dormir à jeun. Eux ne savent pas qu'aujourd'hui, ce soir, on a des millions de compatriotes qui ne savent pas comment ils vont se nourrir ce soir. Ce soir, il y a des enfants dans des familles qui sont là, qui seront bien obligés de ne boire peut-être que de l'eau pour dormir. Des enfants en bas âge. Parce que c'est la misère, c'est la pauvreté. Eux ne le savent pas. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Nous avons à la tête d'un pays pauvre des gens qui ont des habitudes de riches. Malheureusement, qui ne savent pas la misère dans laquelle nos compatriotes vivent. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, on doit pouvoir prendre des mesures urgentes. Des mesures urgentes pour assurer le grenier national. Des mesures urgentes pour faire en sorte que cette situation ne perdure guère. Parce que si ça perdure, on va rentrer dans une phase de catastrophe. Une phase de catastrophe. Et c'est seulement dommage. La production annuelle de maïs au Bénin, aujourd'hui, je l'ai entendu dire, c'est à peu près de... Bon, les gens n'ont pas considéré les liens qui véritablement lient le Bénin au Niger. Les liens historiques entre nos deux pays nous imposent un certain nombre de causes. Les Nigériens ont fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État et on a vu un engouement populaire autour. Ça, c'est le problème des Nigériens. La CEDEAO est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est une communauté économique, on a dit. Donc, son rôle, c'est de faire tout possible pour faire l'interconnexion entre nos pays et que les échanges commerciaux et que l'économie et la monnaie que nous partageons se renforcent de jour en jour. Il y a un coup d'État au Niger et on a entendu notre président dire des choses qui ont peut-être un peu froissé les Nigériens. Et après,
on a suivi un petit rétropédalage de la CEDEAO elle-même et qui a mis en difficulté la parole du président Talon. Et au point où il est obligé de venir dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire, pour menacer, il y a un temps pour dialoguer, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Vous savez, je le dis et je le répète, je ne suis pas diplomate. Mais même dans nos échanges interpersonnels, quand on dit je lui parlerai avec diplomatie, ça veut dire que je lui parlerai avec la manière. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc. C'est-à-dire que je ne lui parlerai pas, quand je dis que je lui parlerai avec diplomatie, ça veut dire que je ne lui parlerai pas avec arrogance. Ça veut dire que quand je vais lui parler avec diplomatie, ça veut dire que je vais quand même faire preuve d'humilité. C'est ça que moi je comprends quand on dit je parlerai avec diplomatie. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Dimanche 19 mai, en direct du studio Nelson Mandela, bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. La situation politique du Bénin préoccupe toujours les acteurs politiques. Les élections calamiteuses de 2019, 2020 et 2021, avec leurs corollaires de tueries au Bénin, continuent de hanter des Béninois. À moins de 2 ans des élections générales de 2026, la crainte de revivre de douloureux moments préoccupe à plus d'un titre, surtout que les acteurs politiques ne s'accordent pas encore sur le code électoral et la composition des différents organes impliqués dans l'organisation des élections. Face à ces incertitudes, quelles sont les alternatives possibles? Notre invité, M. Sabi Sira Korogone, nous parlera de son initiative de la vague orange. Nous profiterons de sa présence sur notre plateau pour évoquer quelques sujets d'actualité comme l'architecture de la vie ou encore la crise entre le Bénin et le Niger. Bonsoir, M. Korogone, et très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, M. Dossou. Je rappelle que M. Sabi Sira Korogone est acteur politique. Il est diplômé en gestion des ressources humaines et management et il est aussi chef d'entreprise. Bonsoir aussi à tous nos internautes qui nous suivent aux quatre coins du monde sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à partager ce direct pour une meilleure audience. Je le disais tantôt, le 2 mai dernier, vous avez lancé un appel à la mobilisation des forces politiques à travers la vague orange. Monsieur Korogone, que faut-il comprendre de cette initiative? Merci, M. Dossou. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme on le dit généralement, c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. On avait déjà plusieurs fois programmé une telle émission, mais c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que ça se fasse. Donc, permettez-moi aussi d'en profiter pour souhaiter une joyeuse fête de Pâques à mes compatriotes et leur dire que le meilleur reste à venir. En même temps, je profiterai de votre canal pour d'entrer aussi dire ma tristesse par rapport au naufrage dans les eaux tunisiennes. Naufrage qui nous a fait perdre certains de nos compatriotes. D'après les informations que j'ai à ma possession, un peu plus d'une cinquantaine. Et c'est une situation qui devrait nous interpeller parce que, de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas que nous avons eu à perdre autant de compatriotes. On en entend parler. Il y en a qui, dans le désert libyen, trouvaient la mort. Il y en a qui, à la recherche de l'Eldorado, derrière, après l'Atlantique, se retrouvent piégés dans les eaux. Mais de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas qu'on a perdu autant de compatriotes. Cela dénote de ce que le Bénin, aujourd'hui, est devenu une terre qui ne rassure pas. Qui ne rassure pas ses enfants, qui ne rassure pas les compatriotes, au point où on est obligé de se mettre dans une aventure périlleuse pour aller à la recherche de l'Eldorado ailleurs. Cela aussi me fait dire que les chiffres utopiques qu'on nous présente chaque fois relèvent d'une incantation et qu'il est temps désormais qu'on nous dise la situation réelle de notre pays. Merci, M. Diossou. Merci à vos internautes, à ceux qui nous suivent aujourd'hui.
Et la vague orange pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit n'est pas une initiative de plus. C'est un projet politique, un projet citoyen et très, très bien pensé, bien élaboré. Et c'est d'ailleurs le seul chemin qui pourrait éventuellement nous amener vers la restauration de la démocratie dans notre pays. Le seul chemin qui pourrait éventuellement amener le peuple béninois à retourner, à aller à la quête, à la reconquête de sa liberté perdue depuis bientôt une décennie. La vague orange pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit se veut un projet politique. Un projet politique qui contraste nettement avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme instrument, se veut un mouvement citoyen qui contraste aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme organisation politique et qui se veut un instrument qui va au-dessus des formations politiques. Le constat, il est clair. Aujourd'hui au Bénin, il est impossible, et c'est pour cela d'ailleurs que, avec vous, je vais faire un exercice purement pédagogique pour que les gens puissent comprendre. Et je partagerai certaines informations sur la vague orange qui devraient rester des informations peut-être confidentielles et qui, logiquement, devraient se retrouver dans nos stratégies. Et que, logiquement, un peuple qui veut sa liberté devrait pouvoir comprendre ce qu'on dit sans qu'on en parle. Bon, malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société de suspicion qui fait que les gens sont réticents. Parce que le monde politique est tellement pourri qu'on pense que tout le monde est pourri. Tout le monde n'est pas pourri, grâce à Dieu. La vague orange pour la restauration de la démocratie, c'est un mouvement purement citoyen qui va au-dessus des partis politiques parce que nous sommes venus à la conclusion que les partis politiques ne sont plus en capacité, dans leur monture actuelle, de nous sortir des griffes de ce régime. La vague orange pour la restauration de la démocratie est née, si vous l'avez bien sûr constaté, au lendemain, parce que le 25 février déjà, on était à l'installation officielle de ce que nous avons appelé le comité d'organisation du congrès constitutif de notre future formation politique, que nous avions dénommé la coalition Bénin Debout, la CBD en abrégé. La CBD, qui se veut une formation politique, ira à la conquête de l'électorat au moment opportun. Mais un parti politique ne vaut que lorsque le cadre institutionnel et juridique est propice pour son épanouissement. Malheureusement, au Bénin, il n'est plus possible de nos jours de prétendre aller à une élection et espérer la gagner parce que ceux qui sont au pouvoir ont substitué le peuple avec, en corsant les lois, en corsant les tests, en taillant les tests sur mesure afin de pouvoir, à chaque étape, exclure le peuple et trouver le moyen de le diriger sans son consentement. Donc, c'est un peu cela ce que nous vivons. C'est le constat de façon globale. Aujourd'hui, il est impossible de prétendre aller à une quelconque élection. C'est pour cela d'ailleurs que tout homme politique qui en viendrait aujourd'hui à nous parler de 2026 pour nous être en train de jouer un rôle au service de la dictature. Pour nous, c'est un homme que le peuple devait traiter comme un traître et qui est en train de lui miroiter 2026 pourvu que lui soit candidat. Aujourd'hui, la lutte politique devait être scindée en deux. En deux, pour dans un premier temps, restaurer ce que nous avons de plus cher, ramener les choses à l'endroit, dans les mêmes conditions qu'on permet à quelqu'un qui est en exil jusqu'en 2015 de revenir au pays et de se présenter à l'élection. Il n'est pas question pour nous qu'on aille dans ces conditions-là à une quelconque élection. C'est pour cela que la vague orange est née. Cette vague orange doit pouvoir tendre la main, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Depuis février, nous avons travaillé à échanger avec tout le monde, et c'est ainsi que nous avons pu rencontrer et échanger avec ceux qui sont dans la diaspora. Donc, ce que je vais vous dire de façon globale sur la vague orange, c'est un mouvement citoyen qui est obligé de naître, qui était obligé de naître. Pourquoi il va naître? Vous savez, je vais dire, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Les dirigeants actuels font la sourde oreille. Ils ne veulent pas écouter leurs compatriotes. On fait des propositions, on essaie de susciter la table de négociation, mais malheureusement, ils font la sourde oreille. Nous sommes bien obligés, qu'on le veuille ou pas, de le dire.
Je le dis ici pour que nos compatriotes comprennent. Il faut réussir à renverser les rapports de force. En quoi faisant? La Constitution et les tests internationaux nous donnent le droit de nous manifester. Je crois, à mon œuvre avis, que c'est dans cette dynamique qu'on pourra avoir gain de cause, renverser les rapports de force. Je crois, à mon œuvre avis, et je le dirai, ce que personne n'arrive à dire, je vous le dis aujourd'hui. Nous sommes bien obligés de nous organiser, de mobiliser les masses pour que nous puissions commencer, comme certains de nos compatriotes ont pu le faire en 2014-2015, d'aller aussi dans la rue pour nous faire entendre. Et pour cela, nous sommes bien obligés, parce que de quoi est-ce qu'ils profitent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir? Ils profitent d'une seule situation, de la division en face. Parce qu'il y a beaucoup trop de calculs de politiciens. C'est pour cela que j'exhorte tous les hommes politiques à mettre de côté les calculs politiciens, à mettre de côté les organisations politiques que nous avons et qu'on vienne travailler pour une fois, ensemble, qu'on s'entende sur le minimum. Le minimum, c'est que nous sommes d'accord tous que ce qu'on nous propose à la tête de notre pays n'est pas à notre goût. Ce qu'on nous propose à la tête de notre pays ne favorise pas notre épanouissement. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, on met de côté les autres considérations. Et tel m'avait offensé hier, tel autre, non, on doit pouvoir mettre tout ça de côté au nom de l'intérêt général. Donc, au nom de l'intérêt général, qu'on puisse mettre tout ça de côté et décider d'aller à la conquête de nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, cette cacophonie arrange ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes divisés, on crée un climat de suspicion, on s'est intoxiqué, on a les moyens pour le faire, on est au pouvoir, on sait qu'en face, on connaît les susceptibilités en face, on sait que nous sommes dans une société de suspicion, on en profite, on nous divise. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre le peuple en ordre de bataille et c'est ce pourquoi la vague orange pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit est née. Finalement, quand je parle de rue, parce que finalement, c'est la rue qui va nous départager. Quand je parle de rue, je ne parle pas de mouvement violent. Les tests nous le proposent. Vous voyez, la dernière fois, ils ont donné l'autorisation à un groupe de syndicalistes de pouvoir exercer ce droit. Cette autorisation, si ce samedi-là, le samedi 11 mai passé, ce régime avait trouvé dans les rues 500 000 Béninois, si ce régime avait trouvé 700 000, 1 million de Béninois, je crois que le dialogue, le débat allait changer et on allait assister à une manière d'aborder les difficultés de nos compatriotes, M. Johnson. Merci beaucoup pour avoir planté le décor. Donc, on va revenir sur quelques aspects de votre message du 2 mai. Vous l'avez rappelé même tantôt que la solution n'est plus au niveau des partis politiques. Alors qu'on sait que depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, euh, toutes les réformes qu'il a engagées, c'était de mettre les partis politiques au cœur du jeu politique. Est-ce que, en allant dans ce sens, on n'est pas en train de balayer tous les sacrifices consentis depuis 2017 jusqu'à ce jour? Sacrifice du peuple qui souffre parce qu'on crée un cadre institutionnel, on crée un cadre juridique qui le prive de ses droits. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et sacrifice pour qui? Vous voyez, aujourd'hui, moi, je ne peux même pas appeler ce que nous avons là aujourd'hui parti politique. Je suis le premier, après le dialogue politique, à créer une formation politique. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, on n'a pas de parti politique. Autant le leadership ne se décrète pas, autant le leadership ne se décrète pas, parce qu'il faut avoir été un bon militant pour être un bon leader, autant le leadership ne se décrète pas, autant on ne peut pas décréter au nom d'une pseudo-réforme du système partisan qu'on veut des partis forts. Le parti fort c'est le peuple qui décide de qui est fort. Il y a des pays où il y a des gens qui ont des multitudes de partis politiques, mais à peine 2 ou 3 émergent. La réforme est plus cohérente à ce niveau que chez nous. On veut coûte que coûte, sans aucune base idéologique, mettre des gens ensemble pour ses intérêts. Bon, ok, je suppose. On veut des partis forts. Mais pourquoi est-ce qu'un seul individu, lui, pense que lui a le droit d'en avoir 2, lui seul? Au sein de ces partis, y a-t-il la démocratie? Ces partis sont-ils représentatifs du peuple? Non, non. Laissez les Béninois faire le choix. Donc, c'est pour ça que nous sommes bien obligés. On va lutter. On va lutter. Et nous savons de quoi ils sont capables. Ils ne font preuve tout le temps que de brutalité. Mais malheureusement, pour eux,
Il y en a qui ne pourront pas abandonner on ne pourra pas abandonner notre pays et que on a assez souffert ces 10 dernières années, ça a été très long. On ne pourra pas accepter que ce système perdure au-delà de 2026. Et pour cela, on est bien obligé, contre vents et marées, de faire le combat politique qui est le nôtre. On ne laissera pas notre pays à la merci de gens qui sont récemment venus à la tête de notre pays pour ne s'occuper que de leurs petits intérêts, de leurs intérêts égoïstes. Laissez le plus grand nombre dans la misère, dans la pauvreté, rentrez un peu à l'intérieur du pays, vous saurez que c'est la misère et c'est la désolation. En plus de cela, on ne met pas au cœur de l'action politique l'homme. Non, l'homme n'a aucune valeur. Et quand l'homme commence à manifester son mécontentement, on n'a qu'une seule réponse, la prison. On a une seule réponse, la répression. On a une seule réponse, la brutalité. Malheureusement, c'est ce que nous vivons au Bénin. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs qu'il y en a qui, malgré les difficultés, parce que les difficultés, il y en a, seront bien obligés de se lever, parce que notre génération est déjà assez sacrifiée, mais on n'acceptera pas que celle de nos enfants le soit également. Avant de rendre publique cette initiative de la vague orange, vous l'avez dit dans votre déclaration que vous avez pris contact avec un certain nombre de formations politiques, mais vous n'avez pas eu l'accueil que vous souhaitez. Est-ce que c'est parce que les objectifs n'étaient pas clairs ou bien pourquoi les autres n'ont pas adhéré à ce mouvement? Non, on ne cherche même pas tout de suite l'adhésion de tout le monde. Il fallait informer. Informer de ce que tout ce que nous avons essayé depuis 2019 n'a pas prospéré. En 2019, j'ai lancé une formation politique parce que je voulais coûte que coûte aller aux élections communales, avoir 16 maires et opposer une candidature crédible à ceux qui sont au pouvoir pour qu'en 2021, qu'on ait la tenance au sommet de pouvoir. Je suis toujours dans l'anticipation. Dans ces mêmes conditions, je suis allé à la rencontre de tout le monde. J'ai parlé avec tout le monde. Je dis, après le dialogue politique, on a constaté que la seule formation politique qui avait perdu le pouvoir, certes, et qui pouvait peut-être mobiliser tout le monde en son sein, s'est retrouvé au dialogue politique. On a trouvé que c'était louche. On a dit, créons rapidement une formation politique pour aller au candidat. Ceux qui aujourd'hui ont des élus, ceux qui aujourd'hui ont des formations politiques, en son temps, nous n'avaient pas écouté. Donc, ils ont été en retard. En 2021, on a assisté au match amical. Après ça, on dit, bon, OK, faisons tout possible, mettons-nous ensemble pour que dans le cadre des élections passées, législatives passées, qu'on puisse déjouer les pronostics du régime. Malheureusement, on n'a pas pu. Si c'est les élections qui auraient pu nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je parie qu'en 2023, le parti qui est représenté au nom de l'opposition à l'Assemblée nationale aurait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, partant de ce constat, voyant, si on ne veut pas que la situation qui est en train de se faire en ce moment au Tchad nous arrive en 2026, il faut qu'on puisse anticiper. J'avais déjà dit en 2018 que cette histoire, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. On doit élaborer une stratégie dans la durée et ça nous permettra de déverrouiller au fur et à mesure les pièges que pose sur notre chemin de régime. Malheureusement, les gens ne me comprennent pas. Malheureusement, en notre sein, il y a beaucoup de compromissions. Malheureusement, en notre sein, cette compromission, ce n'est pas pour la plupart du temps par mauvaise foi. C'est parce que, autant que nous sommes, chacun d'entre nous a sa capacité de résilience. Il y en a qui, peut-être dans une petite bagarre avec une paire de gifles, vont se ranger. Il y en a qui peuvent prendre des coups de couteau et continuer par rester debout, même ensanglanté pour faire la lutte. Cette lutte se fera et se fera dans la paix, parce que nous sommes des partisans de la paix. Nous sommes des partisans de la paix. À aucun moment, à aucun moment, nous n'avons participé à remettre en cause cette denrée rare à aucun moment. Donc, nous sommes des partisans de la paix et nous allons travailler à ce que le régime qui nous dirige puisse, pour une fois, tendre l'oreille, écouter le son de cloche du peuple et qu'en 2026, on aille aux élections sans leur histoire de parrainage, sans leur histoire d'exclusion, qu'on puisse aller aux élections. Parce qu'on n'acceptera pas que quelqu'un vienne à nous nommer un président de la République en 2026. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. On ne nommera pas de président de la République en 2026. On va se battre en nous inspirant des tests et lois en vigueur dans notre pays, parce qu'on ne leur donnera pas non plus des alibis juridiques
pour venir faire de la manipulation et envoyer des gens en prison. On ne leur donnera pas cette opportunité-là. C'est pour cela, le 2 mai, je le disais, et je parlais ainsi à la communauté internationale en leur disant que le juge apprendra qu'on est en train de faire du blanchiment d'argent. Ils leur disent que c'est faux. Le juge, on viendra leur dire que nous sommes en train de faire du terrorisme, qu'on leur dit que c'est faux. Nous sommes une jeunesse déterminée. Nous sommes une jeunesse combattante qui ne veut pas que le reste, pour le peu qui reste encore, que notre avenir soit sacrifié et qu'il soit sacrifié sur l'autel d'intérêts de gens à qui notre pays a tout donné. Notre pays leur a tout donné au point de les amener au sommet. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris qu'en arrivant en 2016 au pouvoir, que leur rôle était de redonner à leurs compatriotes ce qu'ils ont pu obtenir d'eux. Malheureusement, et c'est dans la désolation. Et c'est avec beaucoup, euh, euh, en tout cas, de gêne que nous sommes bien obligés de lutter pour notre pays, parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, l'abandonner. Selon la projection, votre planification, ce qu'on a, on a tous écouté votre message. euh, Vous avez mis comme un deadline pour le mois de décembre. Mais d'ici le mois de décembre, avant de passer de la vague, je suppose, orange à la vague rouge, qu'est-ce que vous attendez exactement comme changement sur le paysage politique au Bénin pour que vous puissiez soit ne plus aller de l'avant avec la vague rouge et se dire que finalement vos objectifs ont été atteints? Et je constate que vous avez très bien suivi ce que nous avons dit. On s'est juste inspiré de l'allégorie des feux tricolores. Quand c'est vert, ça veut dire que tout le monde peut circuler librement et aller où il veut. Mais du vert, on passe à l'orange. Nous n'avons pas fait comme ceux qui sont allés directement en 2014-2015 vers le rouge. L'orange nous demande, c'est une phase transitoire qui nous demande de faire attention, de ralentir. C'est dans cette phase que nous sommes en ce moment. On a dit qu'on donne à ceux qui nous dirigent, on leur donne jusqu'au jeudi 26 décembre pour qu'ils puissent notamment, dans un premier temps et en urgence, libérer nos compatriotes détenus pour faire politique. Libérer nos compatriotes détenus pour faire politique. On ne le négocie pas, on ne le crémente pas, on l'exige avec beaucoup de fermeté de libérer nos compatriotes en détention pour faire politique. D'abord, parce que le débat de 2026 se fera avec tout le monde, de permettre urgemment le retour de nos compatriotes poursuivis pour faire politique et contraints à l'exil. Que le code électoral, dans sa monture actuelle, puisse être enlevé de la circulation et qu'on ramène les fondamentaux. Et pour y arriver, on propose un dialogue inclusif politique où tous les acteurs viennent s'asseoir et ensemble, on va décider de ce qu'on donne comme orientation à notre pays et afin qu'on puisse ensemble aborder le village de 2026. Voilà autant de choses. On a demandé la démonopolisation des filières agricoles. La démonopolisation des filières agricoles suppose, quand vous prenez par exemple le soja n'est pas une filière organisée par l'État. L'État organise la filière du coton depuis des décennies. L'État organise la filière du coton depuis des décennies. Et quand vous organisez une filière, cette filière, vous êtes bien dans l'obligation de contrôler cela. Mais qui organise la filière soja? Pour qu'aujourd'hui, nos pauvres sojaculteurs, qui, parce que le coton les enfonce dans la misère, dans la pauvreté, ont eu l'intelligence d'aller vers le soja, qu'on commence par les poursuivre comme si le soja était de la cocaïne, qu'on démonopolise les filières agricoles. Nous avons besoin de plus de transparence, parce que c'est une certaine opacité que notre économie est gérée. C'est une certaine opacité que notre pays est géré. Nous avons besoin de transparence. Dans le processus, aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République et ses ministres qui sont les employeurs. C'est le peuple qui est l'employeur et le peuple a besoin de savoir. Le peuple, l'employeur a besoin de savoir. Ce n'est pas une entreprise où M. Talon est un PDG avec ses collaborateurs qui dirige une entreprise où il y a des manœuvres à l'intérieur. Le peuple a besoin de savoir comment est-ce qu'on le dirige, dans quelle direction on l'amène. Donc, autant de choses que nous attendons de ce régime, on n'a pas besoin d'aller dans un bras de fer avant de l'obtenir. Ne serait-ce qu'une volonté, que la volonté politique soit manifeste, on l'obtiendra de
ce que nous sommes en train de demander. Et en ce moment, on va se retrouver ensemble. Notre pays mérite mieux. Nous ne sommes pas un peuple de gens violents. On est un peuple de gens aimables où chacun veut vaquer à ses occupations, où chacun veut se sentir épanoui. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que cela soit possible. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays des gens qui, royalement, s'en foutent et ne veulent pas faire d'efforts au service de leurs compatriotes. Voilà autant de choses que nous attendons. Et j'en profite pour dire au président de la République, à M. Patrice Talon, qui sera devant le peuple, devant l'histoire, seul responsable, qu'aucun collaborateur zélé n'en vienne à lui faire croire qu'il est aujourd'hui Dieu sur terre, il n'est pas Dieu sur terre. Aucun roi n'est Dieu. C'est un homme comme tout le monde. Il est aujourd'hui président de la République. Demain, il ne le sera plus. Et je lui souhaite qu'après cette phase, il puisse, à l'image de ses prédécesseurs aujourd'hui, continuer par vivre au milieu de ses compatriotes, continuer par bénéficier de leur chaleur, et ce, pour le restant de ses jours. Notre pays mérite véritablement qu'on en arrive à ce point-là, mais que personne ne pense qu'on est assez dupe pour accepter qu'on nous nommera un chef d'État à la tête de notre pays. Si quelqu'un est couché dans son salon et attend qu'on lui ramène le pouvoir là-bas, il faut, M. Johnson lui dire qu'il est en train de se mettre le doigt dans l'œil, il faut lui dire qu'il est en train de se mentir. Si quelqu'un veut être président de la République du Bénin, qu'il se lève, qu'il aille à la conquête de ses compatriotes, qui lui accorderont ou non leur confiance. Et ainsi, la démocratie ferait son petit bonhomme de chemin dans notre pays. Voilà. Oui, je m'en tiens toujours à votre agenda. En décembre, vous avez dit 26 décembre 2024. On serait pratiquement, si on se projette à un an des élections, parce que les premières élections en 2026 seront en janvier. Est-ce qu'on n'est pas, parce que si on voit tout ce que vous demandez, euh, tout ce que vous réclamez à travers votre mouvement, est-ce qu'on n'est pas déjà en retard? Par exemple, vous avez parlé de la question du parrainage. J'ai un des internautes qui demande d'ailleurs que est-ce que ce n'est pas un vœu utopique de demander à ce point-ci que la question du parrainage soit vidée dans le processus électoral? Si le parrainage, en l'état actuel, doit être maintenu, ça veut dire ça veut dire que seul M. Talon pourrait choisir un président. Pourquoi je le dis ainsi? Moi, j'ai même suggéré, lorsque le débat a été posé, qu'on ramène dans le code électoral de 10 à 1% pour diminuer, parce qu'on ne voulait pas qu'on aille dans la Constitution, pour diminuer la force du parrainage dans le processus qui va conduire au choix du président 2026, de 10 à 1%. Eux n'ont rien trouvé d'autre à faire que de ramener à 15%. À 15%, pourquoi? Je vais vous le dire, 15%, ça vient à 28. 28, c'est le nombre de députés aujourd'hui que le parti qui représente l'opposition à l'Assemblée a aujourd'hui. Et je sais que M. Talon a son candidat au sein de ce parti. Il a son candidat. Si on en arrive à ce que ce n'est pas ce candidat qui a été choisi, le seul candidat a dit, bon, écoutez, vous ne m'avez pas choisi, je ne parraine pas celui que vous avez choisi. Ça veut dire qu'eux déjà n'ont plus de candidat. Ça veut dire qu'eux déjà, ils n'ont pas de candidat. Dans cette condition-là, même si le Parti des démocrates a un candidat, ça fait un candidat. Le Bloc républicain a un candidat. Et puis, l'UPR a un candidat. Ça veut dire que ce n'est que ces trois. Vous pensez que ces trois formations politiques sont représentatives du peuple? Aux dernières élections législatives, nous avons eu 35% de taux de participation pour avoir les députés que nous avons. Aux législatives, au communal en 2020, quel était le taux de participation? Et vous allez me dire que c'est ça c'est eux qui. Non, autant leur dire, allez vous réunir, on va épargner l'argent du contribuable et qu'on n'ira pas à une mascarade électorale avec ça. Donc, les élections en 2026 doivent être ouvertes. Et notre calendrier, il est clair. On donne jusqu'au 26 décembre à monsieur, au régime, à son président, au président de la République, pour qu'il réfléchisse, qu'il revienne en de meilleurs sentiments. Sinon, la dernière ligne droite sur 2025, on sera bien obligé de nous faire entendre autrement, sans violence, les mains nues, pour réclamer. Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit tantôt, je ferai de la pédagogie, parce que généralement, nous avons un problème au Bénin. Il y a des gens, surtout dans la diaspora, qui ont envie de nous
accompagner dans ce que nous faisons. Mais quand vous êtes dans la diaspora, vous avez beaucoup de contacts à l'intérieur du pays. Quand certains appellent, ils disent, ah, vraiment, ce que ces gens-là font, vraiment, j'ai bien envie, moi aussi, de m'impliquer. On dit, non, laissez-les. Laissez-les, ils ne sont pas sérieux. Mais à la question de poser, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être sérieux, on ne répond pas. C'est pour cela que aujourd'hui, je me sentirais obligé de rentrer dans les stratégies, même si, parce que je ne suis en train de rien faire, pour être obligé de me cacher. De maintenant à décembre, nous sommes bien obligés de travailler. De travailler et de faire le travail le plus difficile qui soit. Ce que beaucoup d'hommes politiques ne veulent même pas faire et sont assis dans leur salon à aussi réciter les incantations. Il faut pouvoir aller à la rencontre individuellement de nos compatriotes, à la manière des témoins de Jéhovah, pour leur expliquer qu'il faut tout soit prêt, dans un élan pacifique, les mains nues, aller manifester au moment opportun pour dire à nos dirigeants que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont ils gèrent les affaires publiques. Donc, le calendrier est double. Pour le président de la République, c'est un temps de réflexion, qu'il revienne sur terre, qu'il décide de, pour une fois, écouter ses compatriotes. C'est ce qui est normal pour lui. Mais pour nous autres, ça nous permet de nous mobiliser et d'aller à la rencontre de nos compatriotes les 6-7 prochains mois pour leur dire qu'il faut qu'ils s'apprêtent pour qu'ensemble, on aille revendiquer nos droits afin que ceux qui nous dirigent, pour une fois, puissent nous écouter et qu'on réussisse à renverser les rapports de force. Voilà, de façon sommaire, notre chronogramme et la planification que nous avons faite. Au cas échéant, si on n'est pas écouté au 26 décembre, on avisera comme la guerre et on verra bien comment on fait pour passer de l'orange au rouge. Mais je vous informe que le rouge n'est autre chose que d'aller occuper les rues pour demander à nos dirigeants, pour une fois, de nous écouter. Voilà un peu. Ouais, ouais, ce qu'on entend aussi dans l'opinion, on a l'impression que l'opposition, moi je fais que le relais, et l'opposition, la résistance béninoise, ces deux organisations, même si ce n'est pas formel, ne sont pas prêtes. Euh, Pourquoi les gens le disent ainsi? Vous avez lancé votre mouvement, votre initiative qui est la Bague Orange, et parallèlement à vous, on a entendu aussi, vous, c'est le jeudi orange, mais on a le Parti des démocrates aussi qui a lancé le jeudi noir. Donc, on voit qu'il n'y a pas comme une unité d'action entre ces différentes structures qui défendent dans une certaine mesure la même cause. Comment vous pensez faire l'unité au sein de l'opposition pour que le mouvement puisse porter plus loin, puisse aller plus loin? D'abord, moi, je n'ai pas un problème de couleur avec mes amis qui ont lancé le jeudi en noir. Je l'ai dit suffisamment et j'ai échangé avec tout le monde. J'ai échangé avec plus de 600 délégations. Et un dimanche, j'ai rencontré certains amis qui appartiennent à cette formation politique pour leur exposer le projet de la Bague Orange. Le jeudi qui suit, j'ai vu le jeudi en noir. Moi, pour moi, ce n'est même pas un problème. Si tant est qu'on a véritablement les mêmes objectifs et qu'on est à la quête du même résultat, il y aura toujours un point, on va se retrouver. Noir, bleu, orange, jaune. Pour moi, la couleur importe peu, pourvu que l'objectif soit le même et que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire le travail qui est le sien pour qu'ensemble, on puisse au moment opportun. Après, à la fin, il n'y a qu'une seule destination. Hein. À la fin, il n'y a qu'une seule destination. Si ceux du noir, orange, d'autres viennent en bleu, d'autres sont jaunes, d'autres sont verts, et qu'au moment opportun, on a le même mot d'ordre, c'est l'objectif. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ceux qui ont d'autres initiatives, pourvu que ce soit pour l'intérêt général, pourvu que ce ne soit pas une façon de tirer le droit sur soi pour, et à cause d'intérêts partisans. Non. Les intérêts partisans, aujourd'hui, on doit pouvoir les mettre de côté. On doit pouvoir les mettre de côté. J'ai l'habitude de le dire. Il y en a qui viennent, qui m'appellent, qui disent, écoutez, M. Kologolé, les gens refusent de se mettre avec vous parce qu'il y aura guerre de leadership. Moi, je n'ai aucune guerre de leadership avec qui que ce soit, M. Johnson. Aucune guerre. La seule guerre que j'ai, c'est pour l'intérêt général. Il faut que les fondamentaux reviennent à l'endroit. Il faut que M. Talon nous laisse notre pays dans les mêmes conditions qu'il les a trouvées.
dans les mêmes conditions politiques qu'il les a trouvées, où il faisait bon vivre, malgré notre pauvreté, malgré notre misère, il y avait le vivre ensemble. Il y avait l'unité nationale d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qu'eux sont venus remettre à rude épreuve. Aujourd'hui, ce qui leur profite, c'est quand ils voient en face que nous sommes divisés. Moi, je dis que je ne serai pas sous cette division. Je ne serai pas sous cette division. Je ne serai pas sous cette division, mais j'informe. Et ça, les gens le savent. Il y en a beaucoup qui font tout pour tenter de ternir mon image juste parce que je suis un insoumis. C'est vrai, M. Dossou, je suis un insoumis. Je ne veux pas qu'on réfléchisse pour moi. Je veux réfléchir avec mes pairs, qu'on harmonise nos points de vue et qu'on décide d'aller nous-mêmes. Parce que ce combat, personne ne le fera à notre place. Toute personne, personnalité, qui viendra dire au peuple, non, calmez-vous. Parce qu'il y a deux types de langage. Il y a le langage corporel et il y a le langage verbal. Dans le langage corporel, on fait croire au peuple qu'on a une solution, un bâton magique, et qu'on va le brandir au moment opportun pour espérer régler ce problème. Non, on ne peut pas. Quand je prends par exemple le cas de nos frères sénégalais, il y en a qui sont au Bénin, qui espèrent avoir les mêmes résultats qu'au Sénégal, mais en espérant aussi sauter les étapes. On passe des étapes, on ne fait pas les entasser des œufs. Il faut accepter se sacrifier pour son pays. Il faut l'accepter. C'est ce que les gens refusent. Mais je comprends certains, parce qu'il y a deux portes d'entrée en politique. Quand vous rentrez en politique par la porte de la jouissance, vous ne savez pas qu'il y a une lutte à faire. Rentrer en politique par la porte de la jouissance, genre, on me nomme à un poste de responsabilité, je rentre dans un gouvernement et c'est pour ça que je deviens politicien. Je deviens président de la République. C'est pour ça que je deviens politicien. Ça veut dire qu'on est rentré par la porte de la jouissance. Celui qui connaît ce qu'on appelle la lutte politique doit être sûr, doit être convaincu que c'est un endroit où on donne des coups et on en reçoit. On donne des coups, on en reçoit. J'ai été le premier béninois à aller en prison. Le premier à aller en prison juste parce que j'ai fait une déclaration politique. Les autres qui sont allés avant moi, on a toujours trouvé notre alibi pour accompagner leurs actions politiques. Mais quand j'ai pris et j'ai reçu ce coup, vous avez entendu pleurnicher, je ne pleurniche pas. Parce que je sais que l'homme qui est en face, qui veut sauvegarder ce que lui a en main, parce que c'est comme un biberon, et lui pense que c'est pour lui. Ah ben, alors que c'est pour le peuple, hein, mais lui pense que c'est pour lui. Cet homme-là, il va s'accaparer de tout. Il s'accapare de tout et il constate que vous voulez lui arracher. Quand il n'est pas sage, il fait usage de force, il fait usage de violence pour vous empêcher de lui arracher. Et c'est ainsi qu'on reçoit les coups. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes jeunes, M. Johnson. Nous avons besoin justement que notre pays revienne, les choses reviennent à l'endroit et que le bon Dieu revienne. Donc, ceux qui sont allés en politique par la jouissance n'ont qu'à comprendre qu'il y a une lutte politique à mener. Et cette lutte politique, pour la mener, il faut qu'on mette de côté les petites considérations. Tellement manquer de respect à tel endroit, tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ci, tel a fait ça. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, parce qu'on me dit que très souvent, quand je parle, je l'attaque. Je n'attaque pas. Je cherche à le réveiller. Qui pense que et moi, chaque fois que je dois intervenir, je parle mal de lui. Alors que celui qui t'a détenu dans ta maison pendant des jours, tu arrives à aller discuter avec lui. Tu arrives à aller parler avec lui. Vous allez vous voir. Mais moi, je n'ai jamais détenu quelqu'un dans sa maison pendant 52 jours. Donc, moi, je dis, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on trouve une solution très urgente pour le bien-être de nos compatriotes. C'est ce que l'on veut. On ne veut rien d'autre. Donc, les histoires où on nous invente des vies, ils n'ont qu'à arrêter avec ça. Savoir que nous sommes de potentiels alliés et qu'on devrait impérativement, si c'est l'intérêt général qui nous guide, on devrait impérativement nous mettre ensemble. Voilà un peu. Vous avez dit aussi dans votre déclaration que ceux qui iront aux élections générales en 2026 sans des préalables sont des complices du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que les démocrates, en allant aux élections en 2023, sont quelque part des complices du pouvoir ou au moins ont réhabilité le pouvoir de Patrice Talon? En 2023, objectivement, je ne peux pas le dire. Vous savez pourquoi? En 2023, au bénéfice du doute, on pouvait espérer que le régime revienne à de meilleurs sentiments et qu'il permette aux gens d'aller aux élections et que le résultat sorti des urnes sera le résultat qu'on présentera au peuple béninois. En 2023, on l'aurait dit. Mais en 2026, en tenant compte de 2023,
en 2026, celui qui a vécu 2023 et qui projette le peuple vers 2026 est un complice de la dictature. On doit pouvoir s'asseoir, revoir les tests pour que ça permette au Béninois lambda, que ça permette à un homme qui aujourd'hui est en exil de pouvoir aussi rentrer, d'être candidat et que si le peuple choisit, qu'il puisse accéder à la magistrature suprême ou qu'il puisse accéder au palais des gouverneurs si tant est que son ambition pour son pays, c'est d'être député. Voilà un peu ce que nous nous réclamons et ce n'est pas sorcier ce qu'on réclame. Il suffit seulement d'une volonté politique. Il suffit seulement que ceux qui nous dirigent décident pour une fois de jouer la carte de l'apaisement et pour le bien de tous, on ira aux élections. Si c'est lui, son système qui gagne, bon, on va le subir encore. Mais si ce n'est pas son système qui gagne et que c'est d'autres qui gagnent, qui puissent transmettre le pouvoir comme on le lui a transmis aussi, et que pour le bien du peuple, qu'il aille s'organiser dans l'opposition pour peut-être en 2030, 31, revenir encore avec son système. C'est tout ce que nous on veut. On veut la tenance au sommet de l'État. On ne veut pas qu'on nous impose des dirigeants. On ne veut pas, depuis quelques années, et c'est le moment d'ailleurs pour moi de décrier cela. Par exemple, en 2019, on a eu un parlement monocolore. Et le Parlement actuel, à la limite, est aussi monopolore. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu se faire élire député si la clause de 10% n'existait pas. Il y a des gens qui pourraient se faire élire député. Et aujourd'hui, ces populations ont comme député des gens pour qui n'ont pas voté. À la mairie de Porto-Novo, par exemple, le maire de Porto-Novo n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Le peuple de Porto-Novo a choisi un autre candidat. Mais au nom de la loi de 10%, c'est un autre qui est venu. Donc, bref, il y a tant de choses. La démocratie, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui décidera. Et nous allons redonner à nos compatriotes au prix de lourds sacrifices. Je crois bien, je sais, on va redonner à notre peuple sa dignité et son droit de vote. Que le bulletin du peuple soit le seul baromètre qui permette à un homme politique de poser des actions. Je voulais juste rappeler, remercier tous les internautes qui nous suivent, de continuer à laisser leurs questions ou bien leurs commentaires dans le fil de la vidéo live. Je vais relayer ça à un moment donné à notre invité. Et n'hésitez pas aussi à partager le direct, ça permet d'élargir aussi l'audience. Monsieur Korogoné, on a suivi tout récemment le clergé qui a organisé un colloque autour du code électoral. Mais on a remarqué, vous l'avez remarqué aussi, que les partisans du pouvoir actuel ne se sont pas présentés, malgré que certains ont confirmé effectivement, comme le porte-parole, qu'il a reçu l'invitation. Et si on voit déjà sur des questions aussi basiques, comme le colloque, pardon, comme le code électoral, euh, le pouvoir ne pense pas bouger. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez listé comme exigence, comme chose à accomplir d'ici 2020, d'ici décembre, est-ce que vous pensez qu'on aura des changements qui vont faire renaître un peu l'espoir d'aller aux élections en 2026 de façon vraiment transparente et crédible? Je salue d'abord le clergé pour cette clairvoyance. Mais le clergé même devait s'attendre à ce que ceux qui nous dirigent ne viennent pas à son colloque. Parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas à la recherche de l'apaisement. Ceux qui nous dirigent ne veulent pas. Ils veulent toujours que la situation reste telle. Bon, d'accord. Le clergé a fait ce qu'il avait à faire. Nous, on les remercie. Et on les remercie. Et surtout que ce qui nous réconforte, c'est que c'est un groupe organisé qui ne se laisse pas instrumentaliser. C'est des gens très bien réfléchis et je les salue au passage. Et nous autres, nous ne sommes pas dans dans une démarche religieuse. On n'est pas dans une démarche religieuse. On a exigé, on attend des résultats. On a exigé, on attend des résultats. Si on n'a pas de résultats, on sera bien obligé de prendre nos responsabilités au moment opportun. Je vous jure, la dernière fois, comme je le disais tantôt, la marche autorisée, par exemple, si on avait trouvé 500 000 personnes dans les rues du Bénin, dans les rues de Cotonou, pour accompagner ces travailleurs, je crois que sur la cherté de la vie, on aurait eu des réponses appropriées. Donc, c'est un peu ça. Dommage qu'on est bien obligé de faire cet exercice, d'aller à la rencontre de nos compatriotes, les mettre en ordre de bataille, pour qu'ils sachent qu'on ira ensemble réclamer à nos dirigeants
notre liberté et réclamer la possibilité que le code soit revenu pour le bonheur de tout le monde. Donc, on est en train de boucler, par exemple, le premier volet de notre entretien qui porte sur la bague orange. Je ne sais pas, je vous laisse encore quelques secondes si vous avez des éléments que vous voulez, qu'on n'a pas abordé, que vous Oui, voulez dire quand même sur la bague dans orange. sa mise en œuvre, je demande à nos compatriotes de sortir de la peur, à nos compatriotes au Bénin de sortir de la peur. La vague orange a été structurée de façon à ce que ce ne soit pas une organisation avec un leadership particulier. C'est une organisation citoyenne qui aura, chaque composante de la société béninoise aura son jeudi. On a commencé avec les étudiants, après ça a été les conducteurs de taxi-moto. Le jeudi passé, c'était les femmes de nos marchés. Le jeudi prochain, ça va être le jeudi du monde paysan. Le jeudi du monde paysan. Il y aura celui de la diaspora. Et c'est d'ailleurs pour moi le moment d'inviter nos compatriotes de la diaspora, de leur dire que rien n'est perdu. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne commencent pas à désespérer. Je leur dis que rien n'est perdu. Je leur dis de ne pas se laisser infecter par la présence de certains hommes politiques qui sont ensemble avec vous. Là-bas, il y a la diaspora et les exilés. Parmi les exilés, il y en a quand même qui, de bonne foi, font une lutte et ne pensent pas à leurs conditions et à leurs petites personnes. Mais à cette diaspora-là, c'est à elle de désormais prendre ses responsabilités, de sortir du découragement et de nous renforcer. De nous renforcer pour qu'on puisse relever le défi de l'intérieur. Nous sommes bien obligés de relever ce défi. Donc, nous allons avoir le jeudi même de la diaspora européenne, on aura le jeudi de la diaspora américaine, jeudi de la diaspora africaine, et jeudi, toutes les composantes de la société béninoise auront leur jeudi. Et je demande à toutes et à tous de s'organiser et d'attendre impatiemment son jeudi pour se manifester et dénoncer les mots qui viennent quand c'est des corporations, leurs corporations ou leurs entités. Voilà. Depuis le mois de juillet 2023, le Bénin et le Niger sont plongés dans une crise à la suite du coup d'État qu'on a eu au Niger. Euh, le Bénin a pris un certain nombre de positions par rapport euh, aux exigences, peut-être, on peut le dire comme ça, de la CEDEAO. Aujourd'hui, on pense que la situation est loin d'être normalisée. De votre côté, en tant qu'acteur politique, comment vous avez suivi l'évolution ou bien la stratégie diplomatique du Bénin dans cette crise avec le Niger? Bon, les gens n'ont pas considéré les liens qui véritablement lient le Bénin au Niger. Les liens historiques entre nos deux pays nous imposent un certain nombre de causes. Les Nigériens ont fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État et on a vu un engouement populaire autour. Ça, c'est le problème des Nigériens. La CEDEAO est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est une communauté économique, on a dit. Donc, son rôle, c'est de faire tout possible pour faire l'interconnexion entre nos pays et que les échanges commerciaux et que l'économie et la monnaie que nous partageons se renforcent de jour en jour. Il y a un coup d'État au Niger et on a entendu notre président dire des choses qui ont peut-être un peu froissé les Nigériens. Et après, on a suivi un petit rétropédalage de la CEDEAO elle-même et qui a mis en difficulté la parole du président Talon. Et au point où il est obligé de venir dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire, pour menacer, il y a un temps pour dialoguer, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Vous savez, je le dis et je le répète, je ne suis pas diplomate. Mais même dans nos échanges interpersonnels, quand on dit je lui parlerai avec diplomatie, ça veut dire que je lui parlerai avec la manière. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc. C'est-à-dire que je ne lui parlerai pas, quand je dis que je lui parlerai avec diplomatie, ça veut dire que je ne lui parlerai pas avec arrogance. Ça veut dire que quand je vais vous parler avec diplomatie,
ça veut dire que je vais quand même faire preuve d'humilité. C'est ça que moi je comprends quand on dit je parlerai avec diplomatie. Le Niger est un pays frère. Nous avons vu notre président se lever, aller au Burkina, aller rencontrer le chef de la junte au Burkina, dans cette même veine. Pourquoi, lorsque vous avez trouvé qu'il y a un temps pour tout, vous ne faites pas cette démarche pour aller rencontrer les gens, les rassurer de ce que nous n'avons pas de base militaire pour menacer leur intégrité. Parce que moi, j'ai fait ma petite enquête avec le peu de moyens que j'ai. Je n'ai pas croisé de base militaire d'un pays occidental, d'un pays tel qu'une base militaire française, une base militaire américaine. Non, non, je n'ai pas vu ça. Ce que je ne sais peut-être pas, parce que je n'inventerai jamais rien. Je ne sais pas si dans nos camps constitués, il y a des gens dedans. Ça, je n'en sais rien. Mais de base militaire, je ne crois pas. Donc, c'est un petit problème qu'on peut régler sans intermédiaire. Les gens nous comparent. Il y en a qui disent, qu'est-ce que le Nigeria n'a pas fait? Il n'en a fait. Depuis le début, quand le président Tinubu a commencé à menacer et qu'il a commencé par constater que les chefs, parce que c'est deux pays qui partagent une même ère culturelle, ils ont des rois communs. C'est-à-dire que les Haoussa ont des rois communs. Le même roi est roi des Haoussa du Niger et roi des Haoussa du Nigeria. Quand eux se sont levés, avec à leur tête un des anciens présidents nigériens, je crois que c'est Gowon, ou non, en tout cas, un des anciens présidents du Nigeria, quand ils sont allés, ils ont réglé leurs problèmes. Après, on n'a plus jamais entendu le Nigeria parler dans cette affaire du Niger. Mais nous, on n'a rien fait de tel. On n'a rien fait de tel. C'est pour cela que je recommande vivement à nos dirigeants de prendre la mesure des choses. Parce que nous ne savons pas ce que les Nigériens vivent là-bas. Peut-être qu'ils souffrent plus que nous. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est la souffrance de nos compatriotes. C'est la souffrance de nos compatriotes. C'est ce qui nous préoccupe. J'entends des Béninois dire, non, on soutient la décision, cette décision qui a fait objet de rétropédalage à nouveau, même si on veut y mettre de la manière. J'entends des Béninois soutenir ça. Je dis oui, je vous comprends. Je vous comprends parce que vos activités, vous, ne sont nullement liées à l'ouverture ou à la fermeture de la frontière de Gaïa, de Malanville. C'est pas lié. On a des compatriotes aujourd'hui qui vivent l'enfer, qui vivent l'enfer. J'ai un de mes amis qui est transporteur à cause de la dette que la fermeture de cette frontière lui a amené. La dernière fois, il m'appelle, il me dit qu'il est aux États-Unis. Pour quelqu'un qui avait déjà tout ici, vous savez comment il s'est retrouvé aux États-Unis? Il m'a dit Non. qu'il a pris le vol pour aller à Istanbul. De Istanbul, il allait en Colombie. De la Colombie pour rentrer aux États-Unis. Pour quelqu'un qui avait tout ici. Non, on doit faire des efforts pour notre pays. C'est très dangereux tout ça. C'est très dangereux. On ne sait pas combien de familles ça destine. Donc, le président de la République, comme il sait si bien le faire, quand ses intérêts sont en jeu, il n'a qu'à considérer les intérêts du peuple béninois comme les siens et qu'il aille rencontrer ceux qu'il doit rencontrer pour que la frontière s'ouvre. Sans langage arrogant, bien sûr, sans pour autant vouloir démontrer ce que vous appelez généralement ces clébés qui sont des champions. Non, non, non. On a décodé sur ce sujet et on doit en assumer l'entière responsabilité. Voilà un peu ce que moi j'ai à dire et les recommandations que je fais à nos dirigeants sur la crise avec le Niger. Et que ça ne perdure pas trop. Plus ça perdure, plus ça dure, ça va être très, très néfaste pour nos deux pays. Et je demande aussi, humblement, aux responsables politiques en ce moment au Niger, à eux aussi de faire des efforts pour être réceptifs, de faire des efforts pour être réceptifs. Le Bénin, en tout cas, à ma connaissance, n'abrite aucune base militaire pour l'instant. Peut-être que demain, on va en rencontrer, mais pour l'instant, parce que moi, je viens de la Liborie, du département de la Liborie, et j'ai appelé ce que je vais appeler pour dire, mais écoutez, on parle de base militaire, vous voyez des Français se promener dans vos marchés, et dans vos villes ou dans vos villages. Bon, jusqu'à présent, personne ne m'a encore rien dit de concret, et je pense que s'il y a véritablement une base militaire constituée chez nous, on le saurait. Voilà.
Mais à écouter Patrice Talon lui-même, apparemment, il dit avoir mené un certain nombre d'actions vers le Niger, mais c'est plutôt les autorités nigériennes qui sont un peu sur la défensive. Mais que pensez-vous de la proposition de d'autres Béninois qui disent qu'il faut former un comité comme tripartite, il faut former carrément un comité national qui va au-delà du gouvernement et pour pouvoir aller vers le Niger que de dire que on laisse la question dans la main uniquement de Patrice Talon et de son gouvernement. En fait, les Nigériens ont besoin de garanties que seul Patrice Talon et son gouvernement pourront donner aux Nigériens. Ils ont besoin de garanties. Aucun citoyen lambda, fût-il chef religieux, guide religieux, ne peut pas aller dire aux Nigériens que voilà, n'abrite pas de base militaire, on ne va pas en abriter et il faut à nouveau nous faire confiance. Donc, ils peuvent renforcer, mais c'est de la responsabilité exclusive de M. Talon et de son équipe. Et malheureusement, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais les premiers pas du ministre des Affaires étrangères actuel ne rassurent guère, ne rassurent guère. Les premiers pas ne rassurent pas. Et je ne le vois pas en capacité de mener cette diplomatie-là. Nous avons de vieux diplomates qui ont peut-être été ministres des Affaires étrangères avant, qu'ils aillent vers eux, surtout pour la plupart, ceux-là qui ont pu, même dans leur propre camp, il y en a. On a connu de grands diplomates, de grands ministres des Affaires étrangères comme les Coloré mon grand frère Eusèbe Akbangla. C'est des gens, c'est des diplomates de formation qui savent ce que c'est que la diplomatie. Ils vont décanter la situation au plus vite. Qu'on les sollicite. Vous voyez, c'est maintenant arrivé à un niveau où on a plus besoin de techniciens que de gens qui viendront juste faire du dilatoire. On a besoin de techniciens. Ils vont aller à la rencontre de leurs pères nigériens et commencer déjà par créer un cadre. Le cadre n'a qu'à être créé. Le cadre de dialogue n'a qu'à être créé. C'est ce qu'il faut en urgence. Dès que le cadre est créé, à l'intérieur du cadre, on peut y mettre ce qu'on veut. Le guide religieux peut accompagner. On peut même aller solliciter du côté du Nigeria aussi. J'ai vu des gens proposer que le président Obasanjo vienne être médiateur. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, pourvu que la volonté politique soit manifeste. Si la volonté politique n'est pas manifeste et que les autres, dans la démarche, de part et d'autre, ne voient pas l'envie de faire la paix, ça va être très difficile qu'on s'en sorte. Et c'est un peu dommage pour nos compatriotes. Malanville est dans la misère, Kaya est dans la misère. Il faut qu'on puisse, quand on est responsable politique, qu'on puisse faire des choix qui vont dans l'intérêt de ses compatriotes. On n'a pas besoin d'en ajouter sur la misère que nous vivons en ce moment. Vous l'avez évoqué plus tôt dans l'émission, on a parlé de la marche du 11 mai des syndicats contre la cherté de la vie. Donc, on constate dans le pays quand même de plus en plus, c'est difficile pour nos compatriotes de se nourrir. Euh, Est-ce que vous comprenez pourquoi cette année, c'est particulièrement ardu pour les populations d'aller sur le marché, d'aller acheter et puis de se nourrir convenablement? C'est d'abord, pour moi, le moment de féliciter ces travailleurs. Même si je déplore, bon, au métal que j'ai depuis 8 ans, en tout cas, depuis plus de 5 ans quand même, nos compatriotes ont des difficultés dans ce sens. Et c'est devenu plus cruel ces derniers temps. On a vu des travailleurs vouloir sortir, marcher pour dénoncer cela. Et c'est vraiment pour moi de les saluer, même si à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes tous ces travailleurs et vous ne pouvez pas déjà à ce niveau harmoniser les points de vue? Pourquoi? Il faut que, à ce niveau, qu'ils puissent savoir que le peuple a besoin de les voir ensemble. Et pour les voir ensemble, il ne faut pas qu'ils fassent ressortir leur petite querelle intestine à l'intérieur de la bourse du travail. Il faut qu'ils s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que nos compatriotes vivent mal. Comment on fait pour les sortir de cette situation-là? C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour ça, on laisse de côté peut-être les petites guerres entre centrales et on décide de faire la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. La cherté de la vie, d'abord, on ne peut même pas peut-être d'une manière ou d'une autre empêcher qu'il y ait cherté de la vie, mais la volonté politique. Déjà, on dit que gouverner, c'est prévoir. C'est au gouvernant de faire des choix pour anticiper
anticiper sur les cas. On ne peut pas dire qu'au Bénin, le Béninois a des difficultés à avoir accès au gari, à avoir accès au maïs, des produits cultivés et produits chez nous. On peut dire que le Béninois a du mal à avoir accès au riz thaïlandais. C'est possible. Et que c'est cher sur le marché. On peut dire qu'on veut l'huile qui vient, comment appelle-t-on, de la Malaisie. Que c'est cher, on peut comprendre, c'est d'autres qui le produisent. Mais le maïs est produit chez nous. Le manioc est produit chez nous. Le gari est produit chez nous. On vient, on fait l'ONASA. L'ONASA qui stabilisait un tout petit peu. L'ONASA qui prenait quand même sur lui la responsabilité d'anticiper et de permettre aux gens à un moment donné de trouver. Non. Mais comme on est venu à la tête du pays, de toutes les façons, nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne savent plus ce qu'on pourrait éventuellement appeler la faim. Parce qu'eux n'ont pas faim. Et ils ne peuvent pas dormir à jeun. Eux ne savent pas qu'aujourd'hui, ce soir, on a des millions de compatriotes qui ne savent pas comment ils vont se nourrir ce soir. Ce soir, il y a les enfants dans des familles qui sont là, qui seront bien obligés de ne boire peut-être que de l'eau pour dormir. Des enfants en bas âge. Parce que c'est la misère, c'est la pauvreté. Eux ne le savent pas. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Nous avons à la tête d'un pays pauvre des gens qui ont les habitudes de riches. Malheureusement, qui ne savent pas la misère dans laquelle nos compatriotes vivent. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, on doit pouvoir prendre des mesures urgentes. Des mesures urgentes pour assurer le grenier national. Des mesures urgentes pour faire en sorte que cette situation ne perdure guère. Parce que si ça perdure, on va rentrer dans une phase de catastrophe. Une phase de catastrophe. Et c'est vraiment dommage. La production annuelle de maïs au Bénin, aujourd'hui, je l'ai entendu dire, c'est à peu près de 2 millions de tonnes, je crois. C'est vrai qu'il y a un boom démographique. C'est vrai qu'il y a que, à la recherche de l'argent, c'est nos compatriotes qui vendent dans les pays de la sous-région. Comment on essaie de maîtriser d'abord la production et que le surplus puisse partir. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Malheureusement, encore une fois de plus, je suis bien obligé de le dire. Merci beaucoup, Monsieur Korogoné. Avant de vous laisser la parole pour le mot de fin, je vais prendre quelques secondes pour parcourir les quelques commentaires qu'on a ici et puis si vous voulez y répondre. Monsieur Kossi Diapata nous dit, mon frère Korogoné, que Dieu te protège. Nous vous soutenons car tu mènes ce combat il y a longtemps. Je suis désolé du comportement de beaucoup de Béninois qui soutiennent ce gouvernement. Donc, c'est pas, il n'y a pas une question de en tant que telle. Madame Sandrine Flore, elle dit courage. Donc, Monsieur Dieudonné Biao, je voudrais vous proposer. Ah, ok, ça, c'est, je l'ai répondu. Je voulais vous proposer ça. Ça s'adresse à notre chaîne, à nous, de créer un compte TikTok. Donc, j'ai répondu déjà que nous, on en a effectivement un compte avec le même nom que la chaîne YouTube. Monsieur Bani Romari Kogone, la vérité tout cru, ok. Donc voilà un peu quelques commentaires, on n'a pas vraiment de questions par rapport aux internautes qui nous suivent actuellement. Je voulais juste rappeler que l'émission sera traitée et puis pour une large diffusion parce qu'on est actuellement en direct. Donc l'émission sera traitée, distribuée à la fois sur Facebook aussi, sur notre compte TikTok pour cette audience-là. Donc je vais vous laisser. Ok, monsieur, juste donnez-moi quelques secondes. Monsieur Nassirou Akambi, si je lis bien son nom. La volonté politique commence par la réduction du train de vie de l'État et de ses institutions. Donc, c'est ce que par rapport, vous avez parlé de la volonté politique tantôt. Donc, lui pense qu'il faut que déjà l'État réduise un peu ses dépenses pour pouvoir dégager des surplus qui vont servir quand même à atténuer le quotidien des Béninois. Donc, je vais vous laisser la parole maintenant pour votre long mot de fin. Merci aux internautes. Merci. Et, Monsieur Nassirou, je veux dire que nous sommes en phase.
Et quand je parlais tantôt de la clarté désormais, qu'on le voit plus clair dans comment est-ce que notre pays est géré, nous n'avons pas d'idée fixe sur combien nous coûtent nos hommes politiques. On n'a pas d'idée claire sur combien ils nous coûtent et c'est malheureux. Le salaire du président de la République n'est pas connu. C'est un ministre, on ne sait pas exactement combien il gagne, malheureusement. Et comme l'a dit M. Massirou, la volonté politique commence par là. Mais malheureusement, on a déjà vécu ça 8 ans. On n'acceptera pas que ça aille au-delà. Et parce que si ça va au-delà, vous aurez des cas comme ce que nous avons vécu hier, malheureusement, et aujourd'hui, où des compatriotes à la quête d'Eldorado sont allés se noyer sur les côtes tunisiennes. Pour mon mot de fin, je tiens à remercier vos téléspectateurs, à remercier vos internautes pour l'attention soutenue. J'espère que j'ai participé de façon qualitative à l'évolution du débat. Je l'espère bien. Et je reviens encore une fois de plus pour demander au président de la République, au président, c'est à lui que je m'adresse, qu'il ne fasse pas la sourde oreille, qu'il nous écoute. Il nous écoute pour le bien de nous tous. J'ai l'habitude de dire que je n'ai aucun problème personnel avec lui. Et lui-même, il le sait très bien. Il le sait. Il sait que je n'ai pas de problème personnel avec lui. Je n'ai pas d'antécédent avec lui. Euh, donc, ce que nous faisons n'est pas fait pour nuire à sa personne. On ne veut nuire à personne. On le veut du bien. C'est bien qu'on souhaite à tous nos compatriotes. À nos compatriotes, je leur dis de se départir de la peur. Parce que c'est vrai, comme on dit, le spectre de la peur, de la terreur, et qu'on fait peur à tout le monde à bout de champ, on brandit la prison, on brandit l'arrestation. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont en train de couper en prison. On fait des gymnastiques pour pouvoir en maintenir d'autres. Eh ben, et on va devoir construire donc des prisons pour 13 millions de territoires. Parce que il vaut mieux, comme le dit certains sages, mourir debout que de vivre à genoux. On ne peut pas continuer par accepter de nous voir conduire dans le mur et qu'on se tait. C'est pour ça que je demande à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse de mon pays, de sortir de sa léthargie, de sortir, de quitter derrière le clavier pour qu'on vienne et pour qu'on aille ensemble gagner le défi de notre avenir. De sortir derrière le clavier et les critiques vaines parce que il y a certains jeunes qu'on utilise, qu'on instrumentalise contre nous. Contre nous, parce qu'on se dit que non, et les jeunes là, il faut empêcher toute le putsch. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'il y a des hommes politiques qui disent, ah non, les jeunes là, parce qu'ils ne veulent pas nous, ils ne veulent pas nous suivre, il faut faire tout possible. Donc on trouve d'autres jeunes, vous opposez tout ça, alors que nous avons les mêmes intérêts, alors que nous avons le même problème. Et quand vous avez le même problème, la solution est toujours la même. Et quand le problème est à 1 tonne, et que vous êtes seul, 1 tonne, vous ne pouvez pas soulever cette charge. Quand vous êtes 10, ça vous fait peut-être 100 kilos chacun, mais quand vous êtes 1000, ça fait 1 kilo chacun. Donc, on doit pouvoir resserrer les liens. Rien de façon fondamentale ne nous divise, à part que nous avons des aînés qui ne sont pas des vecteurs d'union, qui veulent nous diviser pour continuer pas régner et continuellement être à la tête et décider pour nous par rapport à notre avenir. À nos compatriotes de la diaspora, votre rôle est déterminant dans le processus. On sent du découragement en vous, ne vous découragez guère. Le combat va être mené de l'intérêt du pays et nous ne sommes pas en train de dire des choses qu'on ne pourra pas éventuellement tenir dans le temps. Je vous l'avais dit déjà à certains qui m'avaient écouté en 2018 que ça va être une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Il faut pouvoir élaborer une stratégie dans la durée. Là maintenant, aujourd'hui, il y en a qui font croire que c'est possible qu'on ait une révolution populaire en 2026. Ce n'est pas possible. Vous allez dans les conditions actuelles à une élection dans le système actuel. Même si le peuple vote à 100%, on va nous donner notre président pour que le peuple n'a pas voté. N'ayons pas froid aux yeux en le disant. N'ayons pas froid aux yeux en le disant. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y en a qui se battent, pas pour aller convaincre leurs compatriotes, mais ils se battent juste
pour être le dauphin de celui qui est là. Parce que dès que tu es dauphin, dès que c'est fini, c'est sûr, il vous imposera à la tête du pays. À nos frères de la diaspora, je vous dis, ne vous découragez pas, le meilleur reste à venir. À la communauté internationale. Parce que généralement, ils sont des médecins après la mort. C'est un médecin après la mort. On leur demande humblement de prendre leurs responsabilités, de parler avec nos dirigeants et de leur dire de revenir sur les rails de la démocratie, de leur dire de venir sur les rails qui permettra au plus grand nombre, qui permettra à ce que l'intérêt général soit sauvegardé. À vous, M. Djosou, merci beaucoup. Merci pour ces moments d'échange. Merci pour déjà votre patience parce que ça fait déjà plusieurs fois que vous m'aviez demandé d'être votre invité et on n'a pas pu le faire en son temps comme vous l'avez dit. On le fait aujourd'hui. Dieu a décidé que ce soit sur le Pentecôte. Joyeux fête de Pentecôte à vous et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Et puis, on a une pensée effectivement pour nos compatriotes qui sont morts noyés dans les eaux tunisiennes, malheureusement. Je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. Donc, nous avons reçu pour vous Monsieur Sabis Sira Korogone, qui est un acteur politique, qui est diplômé en gestion des ressources humaines et management, et il est aussi chef d'entreprise. Donc, avec lui, on a parlé de la vague orange. On a profité aussi de sa présence pour évoquer rapidement la question de la cherté de la vie et de la situation de crise entre le Bénin et le Niger. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain à 19h de Cotonou, 20h de Paris et 14h de New York. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci. Merci bien. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne.